Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo 9A. Donc, nous sommes le 19 janvier 2026 et je dois vous annoncer aujourd'hui que ma demande de révision est maintenant faite, est déposée et on va voir qu'est-ce qui va en résulter de ça. C'est quand même une demande euh, d'une cinquantaine de pages avec des documents de preuve. Des documents de preuve qui n'ont jamais pu être présentés à ce jour en audience. Donc, je les ai présentés déjà dans des vidéos. C'est le nombre de jours qui était accordé pour effectuer le type de congédiement qui a été effectué dans mon cas. Donc, c'est quand même quelque chose de très facile à démontrer. Et le juge a toutes les pièces maintenant dans cette plainte-là parce que c'est une plainte une demande de révision sur le fond et la procédure qui concerne le dernier jugement qui a été rendu le 18 décembre 2025 dans mon dossier. Donc, on va espérer que cette fois-ci, les gens qui sont présentement en autorité vont comprendre aussi que moi, je suis à deux pas de la saisie de ma maison et que ce mensonge qui est autour de mon dossier a des conséquences très importantes. Et je pense que toutes les personnes en autorité, que ce soit les banques, les caisses, la ville de Terrebonne et exactement même les gens au tribunal administratif du travail, ils commencent à considérer que le dossier peut-être est allé trop loin. Et je dirais même au collège Lionel Groulx, parce que vous comprenez qu'une réintégration à mon emploi, c'est onéreux, c'est beaucoup de sous. Et moi, je suis consciente de ça. Mais d'un autre côté, vous comprenez qu'on ne peut pas fonctionner dans une société qui a des lois, où il y a une convention collective. Les règles du jeu, c'est il y a une convention collective. Les travailleurs payent des cotisations. L'employeur doit respecter la convention collective. Les travailleurs doivent respecter ce qui est écrit dans la convention collective. Fait que vous comprenez que c'est les lois du travail. Et là, transgresser ça, ben, que ce soit pour une personne, ben, on ouvre la porte à des abus incroyables. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, ma vidéo s'intitule Les conséquences de la banalisation du mensonge. C'est qu'en fait, il y a des conséquences à mentir. Il y a des conséquences à frauder. Et un jour ou l'autre, ces conséquences-là grossissent, deviennent tellement grosses que là, tout est dévoilé. C'est pour ça que, dans le fond, le mensonge ne mène nulle part, parce que la vérité finit toujours par éclater. Mon père disait toujours comme dicton, la justice a le bras long. C'était la justice, on pourrait dire, en termes de vérité et de mensonge. C'est de cette justice-là là, qu'on parle dans le dicton. C'est la justice à le bras long, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps avant que la justice soit faite, que la vérité éclate. Et la vérité devient une évidence. Comme moi, dans mon dossier, c'est tellement facile à démontrer, c'est un nombre de jours accordés pour effectuer le type de congédiement que j'ai subi en 2018 au retour d'un congé à traitement différé. Fait que vous comprenez, c'est le document que je viens de présenter, c'est de démontrer que finalement, je dis au juge, allez vérifier les enregistrements de mes audiences et vous allez voir l'obstruction continuelle pour m'empêcher de dire cela, que mon congédiement est raté et que mon syndicat a décidé de se désister des griefs et ne me représente pas dans une cause aussi facile à démontrer. Donc, on est toujours dans le problème du manquement grave, négligence grave de mon syndicat à son devoir de représentation syndicale. C'est la loi. C'est le Code canadien du travail qui indique que le syndicat, il reçoit des cotisations, mais il doit agir en respect des lois. Imaginez, le syndicat, là, lui-même transgresse la convention collective.
négative. Fait que vous comprenez qu'on ne peut pas envoyer un message social comme ça. On ne peut pas envoyer ça. Le Collège Daniel Gros, c'est un établissement, c'est gros, là, c'est un gros cégep. Puis le milieu collégial au complet, c'est beaucoup, beaucoup d'employés. Donc, envoyer un tel message de banalisation du mensonge pour faire des fraudes institutionnelles, vous comprenez qu'au plan moral, ça ne tient pas la route, ni au plan juridique, même si ça fait 8 ans que je suis dans des recours juridiques. Je veux vous faire aussi un petit clin d'œil sur le fait que moi, quand j'ai fait des études dans la maîtrise en éthique, je n'ai pas complété ma maîtrise parce que je suis retournée en emploi. Et là, à ce moment-là, je me souviens, ça m'avait vraiment frappé. Il y avait une étudiante qui voulait faire sa thèse, elle, sur le mensonge. Moi, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, mais elle l'avait déjà choisi. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais fait quelques recherches, puis même dans les cours de l'éthique et sur la morale, on nous avait appris quelque chose que moi, je trouve fondamental à vous rapporter. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont fait de la recherche sur euh, la morale, le développement moral. Le développement moral, ça vient avec le développement affectif. Quelqu'un qui ne s'est pas développé normalement dans son enfance, selon les étapes du cheminement affectif, du nourrisson, on pourrait dire, au jeune enfant, il ne peut pas avoir accès à des repères moraux. Et moi, ça m'avait énormément surpris parce que dans les études, ce qui ressortait, c'est que le jugement moral d'un être humain est formé et déjà accessible vers l'âge de 8 ans. Imaginez. Un enfant de 8 ans connaît la différence entre le vrai et le faux. Il est capable de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Il connaît la différence entre le bien et le mal. Voyez-vous quand même que dans le développement normal d'un être humain, c'est à 8 ans que déjà l'enfant est capable de faire ces distinctions. Là, on s'entend bien, vous et moi, qu'il y a des gens pour toutes sortes de raisons, comme je l'ai déjà mentionné dans ma famille, que leur cheminement émotionnel dans la petite enfance a été perturbé. Parce que moi, je suis consciente que dans mes vidéos, là, je vous raconte que ma mère, elle mentait, que mes soeurs, mon frère, mes soeurs, ils s'amusaient à tricher aux cartes, s'amusaient à tricher dans les jeux de société. Et là, moi, j'étais scandalisée de ça. Mais moi, vous comprenez que je questionne que s'est-il passé dans leur cheminement affectif, dans leur développement affectif de la petite enfance. Et ce qui est important de voir, c'est que même si ils sont instruits, c'est des gens qui ont une scolarité assez avancée, ils ont fait des études, ils ont un quotient intellectuel, des capacités d'apprentissage, d'exécution. Mais vous comprenez que le développement affectif et le développement moral, c'est un autre registre. Et c'est ce qui fait que dans nos institutions publiques, nous avons des gens qui n'ont pas passé des entrevues de sélection au plan de leur développement moral et affectif. Là. Quand on passe des entrevues, là, il n'y a pas de questions qui concernent ces aspects-là. Là. Et ce qu'il faut voir, c'est que d'avoir un diplôme, peu importe le niveau du diplôme, tu peux obtenir un doctorat et ne pas être développé au plan affectif et au plan moral. Fait que vous comprenez que ça, ça devient aujourd'hui évident parce qu'on a affaire à des gens dans les institutions publiques qui ont un développement moral extrêmement faible, plus faible qu'un enfant de 8 ans qui a un cheminement affectif normal. Donc, vous comprenez que moi, je suis consciente
que je pousse et je force une évolution au Collège Lionel Groulx. Je force la direction à reconnaître une erreur. C'est pas facile. Vous savez, reconnaître une erreur, c'est de la maturité. On fait tous des erreurs. On en fait tous. Mais la capacité de dire j'ai fait une erreur, je la reconnais et je vais la corriger du mieux que je peux. Voyez-vous comment c'est ça de la maturité? Donc moi, dans ma plainte que je viens de déposer et dans le cheminement que je fais avec le Collège Lionel Groulx, c'est que je suis à un niveau sociétal pour amener la compréhension de l'importance du cheminement affectif et du cheminement moral chez les gens qui sont placés dans des postes importants de décision. Des postes autant au plan syndical que dans nos institutions publiques, dans les institutions d'enseignement. Vous comprenez que si on se retrouve avec des gens qui occupent des postes et qui n'ont pas un développement moral assez solide, ben tout est tout croche. Et moi, dans le fond, c'est le cheminement que je fais. C'est vous comprenez que moi, être devant une situation de tricherie, j'ai été dès ma petite enfance confrontée à ça. Donc ça ne me blesse pas personnellement et ça ne me surprend pas. Vous comprenez pourquoi j'ai fait toute la démarche de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que ça m'attriste. Ça m'attriste de voir ça au sein de ma famille. Mais vous comprenez que dans la démarche que je fais de recours juridique, vous comprenez que moi, quand je vois, comme dans ma dernière plainte, le juge qui commet des erreurs tellement importantes au plan de sa présentation des faits, de son analyse et de son jugement, ben moi, c'est facile pour moi, vous comprenez, de tout pointer ça. Et c'est pour ça que la plainte que je viens de déposer est extrêmement simple pour moi en termes de démonstration. Le problème, c'est que la personne au tribunal administratif qui va mettre les mains là-dessus, qui va mettre la main sur ma plainte de 60 pages, même si tous les faits, là, on a l'exposition complète, là, c'est facile, il a utilisé 13 jours, et c'est 10 jours qui étaient autorisés, le congédiement s'annule, je dois être réintégré avec toutes les compensations. Dans la convention collective, c'est clair, puis dans la démonstration de tous les documents, moi j'ai tous les documents, il manque pas un seul document. Puis en plus, j'ai des vidéos qui l'expliquent. Fait que vous comprenez que tout est tellement évident et facile à démontrer. Et moi, je souhaite qu'il y ait parmi les autorités syndicales, parmi les autorités au Collège Lionel Groulx, parmi les différentes autorités aussi que je ne peux pas identifier, qu'il y ait des gens qui disent, mais c'est assez là. Nous, on a une société, nos structures euh, politiques, nos structures législatives. On veut les maintenir, on veut les conserver et on ne veut pas tout briser. Notre société doit continuer malgré tous les changements à l'échelle mondiale, malgré tous les changements qui se passent actuellement. Et vous comprenez que redresser une situation comme la mienne dans mon dossier, c'est extrêmement facile parce que c'est une question de calcul de jours. Donc, la démonstration de mon dossier, de la preuve prépondérante au dossier, est facile à faire. Je suis consciente qu'il y a des gens qui ont été embarqués là-dedans, vont trouver ça extrêmement difficile de reconnaître une telle erreur depuis autant d'années.
Mais vous comprenez que moi, je ramène toujours ça à la maturité. Avoir de la maturité, c'est être capable de reconnaître ses erreurs et en plus, c'est d'être capable de faire en sorte de les corriger. Parce qu'on peut reconnaître qu'il y a des erreurs, mais rien faire. Mais vous comprenez que la maturité, c'est je reconnais qu'il y a eu erreur dans ce dossier et je vais corriger le dossier. Je vais mettre en opération ce qu'il faut pour corriger le dossier. Donc, c'est mon attente principale que dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et vous comprenez que euh, il faut que tout ça ait une fin. Comme dirait mon père, la justice a le bras long. Cela veut dire qu'au bout du compte, ben c'est la vérité qui ressort. Et là, moi, dans le fond, je suis disponible pour réintégrer mon emploi. J'aurais pu ne pas l'être, mais je suis une personne en forme. Et je suis une personne aussi qui a aimé beaucoup faire ce travail-là. Donc, je suis prête à le faire encore jusqu'à une date de retraite éventuelle qui devra être fixée. Et moi, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je suis prêt à rembourser mon congé de traitement de vie différé qui va être dans mon dossier d'employé. Je dois ce congé-là. Et puis, ce qui est important de savoir, il y a beaucoup de gens d'entre vous, probablement, qui se posent une question. Mais comment Angèle a-t-elle réussi à passer au travers ces 8 années où sa vie s'est arrêtée? D'une certaine façon, oui, ma vie s'est arrêtée. Sincèrement, là, c'est 8 ans de ma vie qui s'est arrêtée parce que je suis tombée dans une grande pauvreté avec une incapacité de retourner sur le marché du travail parce qu'on m'empêchait d'occuper un quelconque autre emploi. J'ai eu une rétention de ma rente de retraite. Et là, tout ce processus-là a été difficile. Je ne vous en cacherai pas. Mais ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est que moi, dans le fond, quand j'étais dans tout ce processus-là, je ne pensais pas que j'avais affaire à une problématique de violence familiale en milieu de travail. Je ne pensais pas que ma famille était derrière tout ça. Et vous comprenez que ça, pour moi, c'est comme une autre étape de maturité et de compréhension. Moi, je dois donner un sens à tout cela pour être capable de, on pourrait dire, d'avoir une compréhension de mon cheminement et du cheminement des membres de ma famille. Comprenez-vous? Et là, lorsque s'est présentée la vente de l'église de Saint-Maurice, c'est important que je vous le dise, en 2021, puis décembre 2021 jusqu'en 2022, ben moi, même si j'étais encore dans des recours juridiques, à ce moment-là, j'ai vu l'opportunité de vendre ma maison et d'aller habiter dans ce lieu-là et avec toutes mes ressources d'animation, moi j'ai des formations d'animation, d'enseignante, j'avais le goût d'aller revitaliser avec toutes mes connaissances, tout ce que j'ai, j'aime beaucoup la Gaspésie, ma collection de cartes postales, toutes sortes d'outils, on pourrait dire que j'ai acquis. Et je m'étais dit, bon, moi, j'aimerais ça, aller euh, revoir les gens de mon enfance, puis retourner vivre en Gaspésie et d'apporter à ma communauté. Et là, j'ai fait des démarches pour acheter l'église. Mais là, je me suis butée encore à des obstructions de ma famille du puits. Et là, vous comprenez qu'on est encore dans le recours parce que l'audience, je vous l'expliquais, va passer le 6 juin 2026. Incroyable. L'église, là, c'est depuis 2022. Et là, ben, le temps s'écoule, mais moi, il m'est arrivé une situation un peu particulière que j'aimerais vous raconter. Donc, moi, je suis en train de faire les démarches. Là, je suis en train en 2021, 2022,
Là, je ne comprends pas. L'Église, est-ce qu'elle est vendue? Ils ne veulent pas étudier mon appel d'offres, ta, ta, ta. Et là, ben, finalement, il y a une circonstance qui fait que moi, j'apprends au mois d'août que l'Église a été vendue. Là, il y a un papier juridique qui confirme la vente, la vente de l'Église le 12 août 2022. Croyez-le ou pas, moi, comme j'ai pas beaucoup d'argent et comme bon, je fréquente ici à Terrebonne les lieux où on vend les objets usagés. Et là, les objets usagés, vous comprenez qu'il y a de tout. Et moi, quand même, mon intérêt des objets usagés, c'est d'acheter des livres de crochet. Vous comprenez, je faisais du crochet dans mon enfance. Et là, je découvre des livres usagés de crochet avec plein de points que je n'ai jamais vus. Et là, je me dis, waouh, c'est magnifique. Moi, j'étais quand même assez bonne dans mon enfance à faire du crochet, à faire ces travaux manuels-là. Je suis une personne aussi qui a fait la couture de mes vêtements une bonne partie de ma vie. Mais là, je regarde tout ça et, croyez-le ou pas, je vais vous montrer ce sur quoi je suis tombée. Dans une boutique, ici, je dois avoir acheté pour 50 sous cette plaque. On pourrait dire, c'est une plaque, ça, commémorative. Et ce qu'il y a sur la plaque commémorative, en fait, c'est un hommage à 40 femmes qui ont été massacrées, des martyrs, avec leur prêtre, on pourrait dire le prêtre de l'Église catholique. Et là, eux, c'est dans l'an 305. Et ça, moi je ne le savais pas, là, mais ça correspond aussi à l'histoire de Saint-Maurice. Vous savez, la vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook qui présente que Saint-Maurice, il a refusé, Maurice, qui était un haut placé dans l'armée romaine, a refusé d'exécuter d'autres chrétiens comme lui. Lui, là, il a monté une armée de 800 hommes. Et là, à un moment donné, le Dioclétien, l'empereur, lui a dit, OK, tu vas aller combattre, mais avant ça, on veut que tu élimines plein de chrétiens. Lui, il a dit non. Fait que c'est autour des mêmes années. Lui, c'est 289, 88. Et eux, ils ont été des martyrs et l'armée au complet a été tuée. Et eux, c'est aussi des martyrs. Pourquoi? Parce que c'est des gens, au début du christianisme, qui ont dit, nous là, il n'y a pas le choix. C'est la vérité. On n'embarque pas dans le mensonge. Fait que là, moi, imaginez, là, je vois ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, mais toutes ces femmes-là, elles ont des voiles de couleur, puis elles ont des tuniques. OK? Puis ici, je vais le pointer, là, ça représente ici le prêtre qui était avec elle. Et là, ça représente Jésus-Christ. Puis là, on a Jésus à différents âges de sa vie. Puis en bas, là, les personnages, c'est des personnages, on pourrait dire, bibliques. Moi, je vois ça. J'amène ça chez moi. Et là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait avec ça? Là, n'oubliez pas que moi, là, dans ma tête, je me dis, waouh, il y a une église. Et là, moi, je veux faire un lieu d'exposition. Et dans cette église-là, ben, il faut que j'expose des œuvres d'art. Moi, j'ai quelques œuvres d'art. J'ai ma collection de cartes postales. Mais là, moi, je vois le potentiel, je vous le dis, là, il m'a sauté dans la face, là. Ce que ça a fait, là, c'est que ça m'a dit, Angèle, tu vas rendre hommage au courage de ces femmes-là, avec le prêtre, au sein de l'Église. Hommage à la vérité. Hommage à des personnes du début du christianisme comme Saint-Maurice.
Saint-Maurice, c'est un représentant exemplaire d'un courage, de la foi en la vérité. Et là, moi, je vois cette œuvre-là que je trouve magnifique, et là, je dis, ben là, les recours juridiques, ça n'arrête pas. Et là, croyez-le ou pas, je me mets à l'ouvrage. Il faut dire qu'avant de trouver cette œuvre-là, j'avais déjà commencé, moi, à faire un peu comme des tuniques, on pourrait dire. Je me suis dit, mettons là qu'on est dans l'église, puis là, il y a des gens, comme des vêtements d'employés, là, comme une tunique qu'on peut mettre sur nos vêtements. Puis cette tunique-là, ben, on pourrait porter ça parce que, comme quand on reçoit le touriste, quand on reçoit la population, fait que j'avais commencé à faire des tuniques. Mais là, ça, j'avais fait 3. Fait que là, mais quand j'ai vu cette œuvre-là, mais j'ai dit, je vais prendre le patron que j'utilise, là, comment je fais les tuniques, et je vais faire à chacune une tunique moderne. Donc, les couleurs que l'on retrouve sur les vêtements, c'est les mêmes. Mais moi, j'ai donné une interprétation actuelle qui fait, par exemple, qu'une jeune fille de 18 ans aujourd'hui pourrait dire, Angèle, moi, je la veux, là, cette tunique-là, je veux la porter. Et en plus, j'ai fait des châles pour chaque tunique. Fait que je dois vous dire aujourd'hui que c'est mon secret. J'ai énormément travaillé dans ma maison à Terrebonne. Ma maison est devenue un atelier de couture. Donc, moi, j'ai acheté dans les aubaines, vous ne pouvez pas vous imaginer, là, une grande partie des aubaines que j'ai utilisées, c'est des rideaux de douche. Vous savez, les rideaux de douche aujourd'hui, c'est des tissus qui sont beaucoup de qualité. Mais moi, là, quand j'allais les acheter en usager, ils me vendaient ça 1,5 pièce. Vous comprenez que là, on ne peut même pas acheter ça dans les boutiques de couture ordinaires, c'est trop cher. Et là, pour en plus renchérir, c'est que moi, une balle de laine aujourd'hui ou une balle de coton, ça coûte 5 $. Dans les boutiques d'usagers, c'est 50 sous. Moi, je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent et qui ne me croient pas. Et là, dans tout mon cheminement, j'ai commencé. Ils sont terminés, hein. Je dois vous dire qu'ils sont terminés les 40. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous les montrer, une par une. On va avoir du plaisir parce que je vais vous montrer mon travail de créatrice, mon travail en couture, parce que j'ai fait des coutures originales, je suis assez habile en couture, et aussi l'originalité des châles, selon chacune. Et là, ce qui est important de voir, c'est qu'il m'est arrivé toutes sortes d'opportunités inimaginables. Vous savez, dans les boutiques de matériel usagé comme ça, eh ben, c'est des gens qui décèdent. Donc là, je vous disais, j'ai obtenu à 50 sous, 1 $, des cahiers de crochets que moi, je n'avais jamais vu de tels points, là, des points, là, qui sont des livres de crochets que moi, j'ai jamais vu de ma vie, mais que vous comprenez que moi, j'ai essayé et que j'ai expérimenté pour faire toutes les châles de, de ces femmes-là. Donc, les châles sont faits. J'ai expérimenté, vous ne pouvez pas vous imaginer, énormément de points au crochet que j'aimerais transmettre éventuellement à des gens de ma communauté gaspésienne qui s'intéressent à cela. Aussi de la couture. Et là, ce qu'il m'est arrivé d'exceptionnel, c'est que tout d'un coup, j'arrive au magasin pour voir si il y a peut-être un tissu, il y a peut-être des boutons. Ben là, je dois vous dire là, que là, je suis tombée sur un présentoir complet, rempli de fils de toutes sortes de couleurs, qui, 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 qui était là disponible, que personne ne voulait acheter. Là.
puis que lui, ça vient d'une couturière archi expérimentée, là. Mais là, moi, j'ai acheté ça pour 2,5 pièces. Le présentoir complet, là, 4 étages. Mais là, pire que ça, là, il y a des couturières. Vous savez, à Terrebonne, il y a des gens qui viennent de partout. OK? Donc, il y a des couturières décédées aussi qui avaient des plateaux de boutons que moi, je n'ai jamais vus de ma vie. C'est des boutons qui viennent de pays étrangers. Des boutons d'une originalité incroyable. Mais imaginez-vous, j'ai utilisé tout ce matériel-là pour créer des œuvres d'art en hommage à la vérité. Et l'exposition principale que j'aimerais présenter sur des patères, c'est chacune de ces 40 femmes-là. J'ai fait le vêtement aussi du prêtre. Et dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air parce que moi, je sais que les gens de ma paroisse sont derrière le soutien de la préservation de notre Église. Et je le vois par vos vidéos, la visionnement des vidéos. Et pouvez-vous vous imaginer quand même au plan touristique comment ça pourrait être intéressant que notre Église serve à un hommage à la vérité et rendre hommage à Saint Maurice qui a combattu, qui est un martyr au nom de la vérité. Et vous avez ces 40 femmes-là avec le prêtre qui ont aussi, donné leur vie pour la vérité. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais commencer, entre autres, à vous faire la présentation de chacune parce que vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de travail que je fais depuis 2022 pour réaliser cette œuvre-là. Cette œuvre-là qui est, on pourrait dire, une installation artistique. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai aussi une installation qui va être faite. Je ne vous la montrerai pas, par exemple, et qui commémore des soldats, qui a un peu l'histoire qui ressemble à Saint-Maurice. Donc, j'ai fait les uniformes pour hommes, qui ont aussi 40 soldats qui ont été sacrifiés dans la Bible. C'est raconté au nom de la vérité. Fait que vous comprenez que je suis très en forme parce que ça a été extrêmement gratifiant de créer ces œuvres d'art. Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de pouvoir présenter mon exposition à quelque part en Gaspésie et je souhaiterais que ça ait lieu dans notre église, dans notre paroisse, parce que le lieu est formidable pour faire une telle exposition contemporaine, avec une œuvre d'art quand même qui occuperait l'ensemble du plancher. C'est beaucoup, hein? Moi, là, j'ai 40 femmes et j'ai 40 soldats. Fait qu'il y aurait 40, une installation de 40 représentations de personnages de notre histoire et avec la sculpture de Saint-Maurice que je suis en train de réaliser. Merci beaucoup et je vous remercie à tous ceux aussi qui apprécient les artistes, leur talent et qui sont capables de reconnaître que c'est important pour notre société